Il s'agit de Monsieur Paul Caplette de la ferme céréale Bellevue Inc., diplômé en gestion des exploitations et entreprises agricoles de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe en 1982. Monsieur Caplette est agriculteur depuis 44 ans sur la ferme familiale spécialisée en production végétale. Avec son frère Pierre, il relève sans cesse de nouveaux défis, innove et expérimente des pratiques novatrices tout en accordant une grande importance à la qualité de l'eau et à l'équilibre de la biodiversité. Depuis 2012, il partage également ses défis quotidiens d'agriculteur sur le blog Profession agriculteur du Bulletin des agriculteurs. Offrez-lui un accueil chaleureux, Monsieur Paul Caplet. Bien, bonjour à tous. Merci pour la belle opportunité de venir vous parler de tout ce qu'on a travaillé au niveau de la qualité de l'eau. Dans notre cas, c'est 2 projets qu'on a sur la ferme, mais j'écoutais Michel tantôt, puis les agriculteurs en général, je pense qu'au niveau de la qualité de l'eau, on est de plus en plus conscients que c'est important, pas juste pour nous autres, pas juste pour produire, mais aussi pour la plus prochaine génération qui s'en vient. Mais il faut qu'au moins être capable de vivre en faisant nos productions pour être capable que nos relèves fassent prendre la ferme plus tard. Fait qu'on commence là-dessus. Je présente la ferme très rapidement. Oups. OK. Bon, ben, une ferme familiale. Moi, mon frère et ma mère sur la ferme. Sur la ferme, on a 15 kilomètres de bandes riveraines qui sont aménagées là, de différentes façons pour favoriser là, les pollinisateurs. Euh, D'autres bandes riveraines un peu plus flyées, toujours dans le but d'en faire un peu plus pour la qualité de l'eau là, tout autour des champs qui sont cultivés là, sur l'ensemble des surfaces. On est rendu à 200 nichoirs pour les hirondelles bicolores d'installer, fonctionnelles. Euh, Puis on a en tout sur la ferme 8 hectares destinés exclusivement aux aménagements au niveau de la biodiversité. Puis dans nos temps libres, ben, on s'occupe des 360 hectares, des 6 cultures en semi-direct pour faire opérer la ferme pour être rentable au niveau des productions végétales. Fait que je commence tout de suite par vous parler du premier projet qu'on a mis en place à peu près en 2020. Ça va aller assez rapidement au niveau des images, mais j'ai beaucoup de matériel visuel, là, mais vous voyez très bien un problème sur un petit champ où est-ce qu'il y a un petit fossé qu'on passait au travers à l'âge de 5 ans à pied, puis que là, on n'était plus capable de traverser parce qu'il était à peu près à 3 mètres de profond, 3-4 mètres de profond. Un grave problème de régression de fond, de perte de sédiments vers les cours d'eau. Fait que ça a commencé par approcher quelqu'un au MAPAC pour nous donner des conseils par rapport à qu'est-ce qu'on était capable de faire avec ça. Bien, au début, vraiment, c'était de on va boucher le trou, on va arranger ça pour que ça arrête de partir vers le cours d'eau. C'était le premier objectif qu'on avait comme agriculteur, mais la personne du MAPAC a commencé à faire le diagnostic, puis elle a dit OK, ravinage important, sortie de fossé fortement érodé. C'est un petit morceau de 0,7 hectares. C'était pratiquement plus cultivable par rapport au ravin qu'il y avait au centre. Fait que là, il a fait une évaluation de l'hydrographie qui finissait par passer. Là, je pensais d'avoir un pointeur, mais je ne peux pas l'utiliser. Mais vous voyez là, le 11 hectares qu'on a d'eau qui s'en va vers le cercle noir. Ça, c'est vraiment le point de sortie que vous avez vu là, qui était vraiment érodé pratiquement à la profondeur du cours d'eau, là, Bellevue, qui est juste derrière. Fait qu'il a fait une évaluation de ce qu'on avait là comme possibilité. Qu'est-ce qui faisait que ça voulait raviner à ce point-là? Puis il est arrivé avec différentes solutions qu'il nous a proposées par rapport au départ de dire, bien, on va essayer de régler le cas de la perte de sol. Fait que de penser à un projet avec un déversoir en rocher, une risberne pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte, jamais de surplus d'eau qui va vers le cours d'eau. Puis c'est là qu'il a commencé à nous parler, de dire, hey Paul, ça ne te tente pas de. Tant qu'à faire un bassin, tu as déjà un ravin, il est déjà là. Pourquoi que tu ne penseras pas? On pourrait peut-être faire un genre de bassin sédimentaire. Ça pourrait être intéressant. Pour voir un peu ce qu'on serait capable de faire au niveau des sédiments de tes champs qui viennent se jeter dans ce secteur-là. En même temps, on était capable de régler le problème de la régression de fond de ce ravin-là, puis en même temps, on aurait pu s'en servir comme pour, entre guillemets, essayer de filtrer l'eau un peu plus. Fait que c'est allé vers une certaine proposition sur un petit chiffrier Excel bien schématisé d'un projet qu'on aurait pu faire mécaniquement. Puis au fil du temps, tu sais, des fois, comme agriculteur, on embarque dans quelque chose, puis on avance, on avance. Là, je rencontre les filles, on parlait souvent d'aménager des brise-vents puis des bandes riveraines bonifiées.
Le champ, il y avait 0,7 hectares. Fait que je commence à parler à l'équipe de l'agro-environnement de l'UPA. Puis, hey, on pourrait peut-être faire de quoi d'intéressant là-dedans. Fait que là, ils m'ont proposé, bon, ben, tant qu'à y être, tant qu'à faire un bassin sédimentaire, pourquoi on n'aurait pas installé là un genre d'îlot biodiversité avec différents arbustes différents pour les fleurs, pour les pollinisateurs, des nichoirs, des hirondelles, etc. Fait que ça en est devenu un petit morceau de 0,7 hectares qui était vraiment problématique, puis un paquet de troubles pour nous autres. Puis aujourd'hui, vous allez voir par les résultats qu'on était capable de sortir de là. Ben, c'est devenu un beau spot alentour de la ferme là, qu'on a transformé au fil des années. Fait que ça a commencé en 2019 au niveau de la pensée de le monter. Puis on est passé aux travaux mécaniques. Rapidement, je vous montre les photos de l'ampleur du projet, là, de vraiment suivre les plans, puis excaver, brasser de la terre, installer les tuyaux sous la supervision de la personne du MAPAC qui nous suivait pour arriver à quelque chose qui était pour être fonctionnel en respectant différents plans de niveau là, pour arriver à quelque chose de vraiment intéressant. En agriculture, on finit toujours par faire pogner par la météo. Fait qu'on a fini, je pense, le vendredi, puis le samedi ou le dimanche, je ne sais pas quoi est tombé. On venait juste de finir, puis tombait une grosse pluie. On t'assure que ça n'aurait peut-être pas tout tenu parce que c'était vraiment fait, tout fraîchement fait, mais le travail a bien réussi. Fait que ça a fonctionné. Fait que les caractéristiques générales du bassin, mais dans le fond, on n'a pas rien inventé. La longueur du ravin avait déjà 40 mètres, fait qu'on l'a juste aménagé différemment. Une largeur moyenne de 2 à 10 mètres. Vous allez comprendre où est le 10 mètres sur la prochaine photo. Une profondeur de 1 à 1,7 mètres parce qu'on voulait une partie profonde, puis une partie moins profonde pour laisser l'eau se déposer avant de prendre l'exutoire que vous voyez dans le bas de la photo, le gros tuyau là, de 24 pouces. Fait que c'est un peu ça qu'on avait eu comme idée de vraiment bassin numéro 1, qui n'est pas tellement large, qui reçoit les sédiments, la première étape. Il y a un bassin numéro 2. Puis il y a le bassin numéro 3, qui, lui, on l'a pensé plus grand pour que l'eau, quand elle arrive dans le troisième bassin, elle puisse comme perdre la vitesse, se reposer, puis laisser tomber là, les sédiments. Fait qu'en gros, c'est un peu ça. Aujourd'hui, une photo aérienne à l'automne, ben, vous voyez très bien là, les 3 bassins en partant de la route. Puis le dernier bassin là, qui a un baril blanc dedans, là, ça, c'est du biochar qui est là pour filtrer les minéraux. Puis vous voyez très bien la rivière Bellevue, qui est là, je la vois à ma droite, là, vous autres, vous allez la voir dans l'autre sens, là, mais avant ce bassin-là, tout ce qu'on a excavé au bord de la rivière Bellevue, c'était pratiquement aussi profond que la rivière Bellevue. Fait que ça veut dire que tout ce qui passait par là s'en allait carrément dans baie de la Vallière, dans le lac Saint-Pierre. Puis, on a eu la chance d'avoir un laboratoire vivant dans notre secteur. Pour attirer des abeilles, ça prend des fleurs, mais les gens d'Agriculture Canada, quand ils ont vu notre spot, bien, ils ont sauté dessus comme des abeilles dans un tas de fleurs. Là. Ils ont dit: Hey, t'as un beau spot, on pourrait peut-être te faire des suivis là-dessus. On veut faire des données là-dessus. Ça t'est intéressé? Bien, j'ai dit: On est sûrement intéressé, mais ce qu'on veut, c'est des données. Si vous êtes capable de faire des suivis, tu sais, moi puis Ghislain, on a fait ça, moi puis la personne du MAPAC, on a fait ça avec mon frère en se disant: On va aider, on va faire quelque chose d'intéressant. Mais on n'avait pas d'idée ce que ça pourrait donner mathématiquement. On disait: Ça va nous aider, mais à quel niveau, on ne le sait pas. Fait qu'eux ont vraiment pris le site en démo à partir de 2021, puis on fait des suivis avec des équipements modernes pour être capable là, de prendre tout ce qui se passait dans ce bassin-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de communication entre nous et les gens d'Agriculture Canada pour dire: bon, on a fait nos pulvérisations telle date. Eux étaient capables de savoir un peu la pluviométrie qu'il y avait eu pour synchroniser leur prise d'échantillons. Puis des données, en voulez-vous, en voilà. Là, je n'irai pas sur les détails des données parce que ça va être trop long à expliquer. Ça va faire défoncer ma conférence, mais c'est pour vous montrer comment il y avait du matériel. Il y avait des auto-échantillonneurs qui étaient automatiques, qui pouvaient prendre des échantillons à toutes les 10 minutes, si je ne me trompe pas, pour avoir tous les profils de sédiments qui pouvaient se passer, tant au niveau de l'entrée versus la sortie. Mais ce qui nous a vraiment excités, c'est le premier rapport préliminaire en 2021-2022. Rapidement, vous pouvez facilement voir qu'il y a au moins 50 moins de résidus de matière en suspension dans le bassin de sortie versus le bassin d'entrée. Ce qui veut dire qu'on était capable d'être à 50-60 moins de sédiments au niveau du bassin par rapport à ce qui rentre et ce qui sort. Ça, je vous fais grâce de tous les chiffres, mais vous avez une idée de tous les échantillonnages qui vraiment sont mécaniques par le système, qui est capable, eux autres, de tout colliger ça pour arriver à ce genre de résultat-là. Je passe rapidement.
Puis à l'automne 2024, on a fait 3 ans de suivi. À l'automne 2024, on trouvait que le bassin s'en venait pas mal complet, le bassin numéro 1. Fait qu'on a averti ces gens-là, puis on a ramassé les sédiments du fond du bassin pour les mettre. Dans le fond, on a ramassé une petite remorque comme ça, là, qui représente quelques mètres cubes de terre, sous la supervision des gens d'Agriculture Canada et d'Environnement Canada qui ont fait des tests à la prise d'échantillons pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, cette terre-là, qu'est-ce que le bassin a réussi à faire. Fait que là, vous posez peut-être la question, y a-t-il des pesticides là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La terre est-tu toxique? C'est-tu des matériaux dangereux? Mais selon leur étude, ça, je vais en passer celle-là parce que ça, c'est vraiment le principe d'explication là, de l'ouvrage de rétention. Mais quand on parle du AMPA et du glyphosate, là, je vais parler surtout de lui parce qu'il y avait 4 autres produits, mais on va parler surtout du glyphosate parce qu'il y a des graphiques assez parlants à ce niveau-là. Mais vous voyez très bien que le bassin, en 2022, au niveau du glyphosate, on a parlé des sédiments tantôt, mais les analyses de glyphosate qui ont faites par les pertes qu'il y avait du champ, bien, il y en avait beaucoup moins dans le bassin de sortie versus le bassin de l'entrée. Statistiquement, c'est plus que la moitié moins là, quand on le regarde pour 2022. 2023, c'était bien au début de l'année, puis c'était un petit peu moins bien sur la fin de l'année. Eux ont expliqué ça par rapport à les pluviométries vraiment intenses qu'il y a eu en 2023. Fait que, tu sais, je dis souvent qu'en agriculture, on essaye d'être le meilleur possible dans un environnement imprécis. Euh, des aménagements comme ça, ce n'est pas parfait. Mais il y a des années, ça va nous donner des très bonnes performances, d'autres années, un petit peu moins. Mais l'idée dans notre tête d'agriculteur, c'est de tout le temps faire mieux. Fait que quand on a une étape qu'on contrôle sa ferme, bien, on s'attaque à ces genres de façons de travailler là, puis on trouve que c'est rassurant pour nous autres, puis on a fait quand même une belle job. Fait qu'au niveau des accumulations des pesticides, de 2021 à 2024, vous voyez toujours une grande différence entre le bassin numéro 1 et bassin numéro 2, le bassin de sortie. Juste en 2024 que c'est un petit peu moins performant. Puis comme conclusion, les gens d'Agriculture Canada en ont conclu que probablement que c'était vraiment le temps de nettoyer notre bassin numéro 1, qu'on vous avez vu tantôt, qu'on avait moins entretenu. On l'a laissé, on voulait voir, on ne le sait pas, nous autres, comment ça va y prendre de temps avant d'être plus efficace. Mais on trouvait qu'il s'en venait pas mal au niveau du départ. On l'a nettoyé. Là, ce qui reste à voir, c'est si on va être capable d'avoir nos données 2025 là, avec les coupeurs qu'on a eues. Les données ont été prises par Agriculture Canada, mais maintenant, Agriculture Canada vient de se faire annoncer qu'ils sont coupés, ils vont tous perdre leur job, tout un derrière l'autre, fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur là, par rapport aux autres données. Les petits amphipodes, des petits organismes là, qui sont, moi je fais des farces souvent avec ça, ils voient passer une cruche d'herbicide puis ils meurent. Là. Bon, ben, ils en ont mis en élevage dans ces installations-là. Et autant au niveau du bassin d'entrée, il y avait plus de mortalité. Quand il y avait des mortalités, il était surtout retrouvé dans le bassin d'entrée et beaucoup moins de mortalité dans le bassin de sortie. Ça veut dire que du côté biologique, l'ouvrage faisait sa job. Puis côté toxicité, par rapport à la terre qu'on a sortie, la petite remorque que vous avez vue, les analyses qu'ils ont prises, ils ont quand même été capables de démontrer qu'il n'y avait aucune présence de toxicité dangereuse, puis qu'il n'y avait pas de risque non plus pour la biodiversité du sol. Nous autres, si on explique tout le temps, c'est un bassin sédimentaire qui ramasse des sédiments qui viennent d'une terre agricole. On reprend les résidus du bassin, puis on les retourne sur la terre agricole où est-ce qu'on cultive, mélangé avec nos fumiers, fait que c'est vraiment dilué. Là, fait que de cette façon-là, il n'y a, pas de danger pour des contaminations là, dangereuses à ce niveau-là. En conclusion, ben oui, ce n'est pas un ouvrage qui est parfait, mais c'est un ouvrage qui nous a vraiment. On est vraiment fiers de cette idée de génie-là qu'on a eue avec Ghislain, puis nous autres, puis qu'on s'est mis à l'action à ce niveau-là. Puis, tu sais, on l'a fait, je dis tout le temps, tu sais, quand on veut, on peut. Là, des fois, c'est juste d'être conscient de quelque chose, puis de se faire proposer quelque chose en accompagnement qui nous guide vers des solutions comme ça qui sont innovantes, puis qui sont intéressantes là, pour différentes applications. Un bassin de rétention, c'est une solution à retenir? Dans notre cas, nous autres, on dit que oui. Puis on a même une idée de répéter le genre d'expérience vraiment en champ. Là, je ne sais pas si je vais être encore agriculteur d'ici 5-10 ans, si on va avoir encore de l'accompagnement à ce niveau-là, mais on a un projet peut-être pour répéter ce genre d'aménagement-là, mais pour des terres en culture, mais dans un site qui n'est pas nécessairement comme celui-là, pour voir si on serait capable de répéter les mêmes performances.
Fait que merci aux gens là-dedans. Là, il y a des photos, là, mais il y a le travail des gens d'Agriculture Canada. Il y a les gens du MAPAC qui m'ont accompagné. Il y a l'équipe agro-environnementale de la Montérégie au niveau de l'UPA. Quand on veut faire de quoi sur une ferme, ça prend de l'accompagnement. Ce n'est pas des règlements que ça nous prend, c'est de l'accompagnement. Moi, je suis allergique aux règlements. Fait que quand un agriculteur veut faire quelque chose puis qui est motivé, parlez-moi pas du point 32-44, là, puis le A, puis le B, puis le C. Viens m'aider. M'aider, viens m'aider. C'est ça que j'ai besoin. Fait que je passe là-dessus. Boy, OK, on va accélérer. J'arrive à mon deuxième projet. Ça fait 25 ans, la photo que vous voyez là, sur le petit dessin, là, ça fait 25 ans qu'on se promène à côté de ce cours d'eau-là. Quand on a commencé à passer là, je pense que je l'ai marché avec le professeur de Silvio que vous avez vu tantôt. C'est là que j'ai essayé d'apprendre comment être capable de prononcer le mot hydrogéomorphologue sans me fourrer. Puis, on a tout le temps été actifs parce que tantôt, Silvio en a parlé, fait qu'il a mis la table, là, mais souvent, on parle de la problématique des cours d'eau par rapport à un creusage. Mais nous autres, on a la majorité de nos cours d'eau sont dans la zone rouge que Silvio vous a montré tantôt. Les cours d'eau se creusent d'eux-mêmes. C'est de la régression de fond. Les cours d'eau ont été nettoyés pour nos copains qu'on appelle en haut, en amont, mais l'eau circule tellement vite avec une pente qui est très agressive. Bon, ben, le cours d'eau a la tendance à aller imiter la profondeur d'où est-ce qu'il s'en va, ce qui veut dire le lac Saint-Pierre. Fait que à tout coup qu'il y avait des projets de faire quelque chose, je levais tout le temps la main. Je suis allé marcher ça plusieurs fois, puis je demandais tout le temps, peux-tu faire quelque chose? Tant qu'à y être, on va le faire nous autres mêmes tout seuls. Puis, bien, miracle, à un moment donné, il y a eu un projet qui a été blindé par l'UPA, par les gens de l'environnement, des hydrogéomorphologues, etc. Puis on a parti un projet démo sur à peu près 1 kilomètre là, sur la ferme cette année. Regardez, là, j'avais pensé avoir un pointeur, mais j'en ai pas. Mais regardez un peu l'allure du cours d'eau de base. Tantôt, Silvio a parlé de banquettes. Là, vous les voyez très bien. La nature finit par faire ses propres banquettes. Le cours d'eau est sinueux. Il y a une banquette à gauche, mais vous voyez très bien que dans le bas de la photo, que du côté droit, c'est vraiment abrupt. Ça veut dire ça, que j'ai beau me tasser, là, il y a un bord, il y a 5 mètres de bande riveraine, il y en a 3 de l'autre bord. Ce n'est pas un problème d'agriculteur, ce n'est pas un problème. C'est la nature. Le cours d'eau, il veut se faire de la place. Puis ce cours d'eau-là, le printemps, il y a 4 de 3 mètres et demi de creux, 4. Il est plein. Des fois, il renverse. Fait que vous avez une petite idée un petit peu. Ça, c'est comme un rang de petits chenilles dans le milieu. L'eau circule très rapidement, tout le temps, à l'année. Puis à un moment donné, à force de se creuser, ben, les talus n'ont plus d'assises. Fait qu'ils finissent par, comme quelqu'un qui se met debout sur une pente trop à pic dans la glaise, bien, les deux pieds vont te partir, puis tu vas tomber dans l'eau avec tes petites bottes de 12 pouces, puis tu vas tout être mouillé. Mais c'est un peu la même chose qui se passe dans un cours d'eau comme ça. Fait que, on va le passer comme ça. Tu sais, vous le voyez de l'autre sens, là, vous voyez très bien là, la sinuosité naturelle, puis vous voyez dans le milieu de la photo, du côté gauche, là, bon, ben, c'est déjà décroché. Ça veut dire que toute cette terre-là va finir par se ramasser en bas. Ce n'est pas la faute de l'agriculteur, c'est juste la faute de la pression de l'eau. Puis il faut dire que depuis plusieurs années, déjà 5-7 ans, les pluies de fou, comme je ne sais pas lequel qui a montré des pluies de 200 mm, là, nous, on ne s'est pas rendu là, mais on s'est rendu à 150 mm en quelques heures. C'est très, très agressif sur les structures là, au niveau des cours d'eau agricoles. Quand on pense que le ministère des Transports échappe à une route comme la 40, qui est blindée de garnottes, de ciment puis d'asphalte, puis tout le monde tape depuis 20 ans, de la terre à jardin, la terre en culture, de jardin, mais si ça se met à brosser trop fort, bien, désolé, mais ça va tomber dans le fond. Ça, c'est une autre photo pour illustrer. Je vais passer rapidement. Vous voyez une petite pluie, là, juste une petite pluie, puis vous voyez très bien la vitesse de l'eau, juste par les petites vagues que là. Vous voyez que l'eau, dès qu'il y a de la pluie, elle prend énormément de vitesse. Fait qu'à l'automne cet automne 2025, ça, c'est l'allure aérienne. Merci à l'immersible, la belle photo. Moi, je t'appognais avec ma Gertrude en train de battre du blé d'Inde pendant ce temps-là. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir beaucoup. Mais il y a on entend souvent un certain commentaire de certains analystes de cours d'eau puis qui nous disent les photos que vous avez vues tantôt, le cours d'eau s'exprime, le cours d'eau laisse-les faire. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, si les gens me disent laisse faire le cours d'eau, mais je ne veux plus que personne m'achale pour les sédiments dans le baie de la Vallière. Arrangez-vous avec. Moi, je vais cultiver à côté, ça va raviner. Mais moi, comme agriculteur, par rapport à la qualité de l'eau, regardez les buttes de terre qu'il y a des deux côtés de ce cours d'eau-là.
j'aime mieux comme agriculteur, on est un peu de cette façon-là, puis je pense qu'il y a plusieurs agriculteurs de plus en plus. Des fois, là, il faut agir pour être capable d'acheter l'avenir. Fait que je me dis, j'aime mieux contrôler mon cours d'eau, ramasser mon sol, l'emmener sur mes sols, c'est de la terre agricole, c'est ma meilleure terre qui est là-dedans. L'emmener pour améliorer mes terres que de la laisser partir dans le cours d'eau, puis aller tout bourrer le côté de la baie Lavalière, puis boucher là, tout ce qu'on entend quand on parle dans notre problématique à nous, là, au côté du lac Saint-Pierre. Fait que, oui, c'est imposant, mais je pense que c'est une bonne action de le faire maintenant pour 40 ans tranquille. Après ça, ça va être fait. Là, malheureusement, c'était fait très tard en automne. L'environnement a travaillé très fort, c'est allé très rapide. Tout le monde a travaillé dans le bon sens, mais on s'est fait prendre par le CPTAC qui a capoté pour 0,23 hectares de perte de sol. Ils nous ont fait perdre 6 mois pour une connerie. Ce n'est pas Norvolt, là, puis ce n'est pas des immeubles à logement qu'on a mis là, c'est une terre agricole. Fait que ça a retardé de 6 mois, puis ça a coûté 25 000 de plus au projet pour arriver à faire ce qu'on a. Puis là, on est un petit peu inquiète parce qu'on se dit la végétalisation, qui était une belle végétalisation qui est supposée d'être mise là, qui était supposée d'être faite en août-septembre, va être faite au printemps prochain. Puis on espère que le cours d'eau va tenir jusque-là. Fait que rapidement, j'avance. Regardez que ça a l'air, là, une petite neige, ça fait bien. Là. On voit tout vraiment les petites sinuosités du cours d'eau. Puis vous voyez le pont qui est là-bas, là, le ponceau. Bon, ben, il y a 4 blocs de 3 pouces, de 3 pieds. Puis le printemps, là, l'eau accote sur le bloc d'en haut. Le cours d'eau, il est complètement plein tellement il y a de l'eau là-dedans, là, à la crue, à la fonte des neiges. Alors, regardez, là, à part que dire qu'il y a un beau coucher de soleil dans le fond du cours d'eau, là, puis ça fait des belles images. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie puis la force de caractère des personnes qui sont allées dérouler le tapis qui est dans le bas, dans 6 pouces de boîte, juste parce que les travaux ont été faits en fin novembre, début décembre, hein, pour être capable d'espérer que ça va tenir le sol assez pour pas que ça fasse d'autres problèmes au niveau de la qualité de l'eau. Ça a l'air de ça en surface. Vous pouvez remarquer très, très facilement, il y a une pluie, là. Dans le milieu du cours d'eau, vous voyez le petit chenal. L'eau, vous voyez, elle est plus foncée. Ça, c'est le petit chenal qu'on voyait tantôt, qui est vraiment creux. Puis des deux autres côtés, l'eau a commencé à prendre l'espace de la banquette qu'on appelle. Mais la banquette, son effet, elle, c'est qu'elle va faire ralentir l'eau. Parce que l'eau, elle a de la place. Fait que l'eau, elle va vite dans le petit chenal. Dès qu'il y a une grosse pluie, l'eau va aller se placer sur les banquettes. Ce qui veut dire que vu qu'elle va aller moins vite, elle va mettre beaucoup moins de pression sur les talus, ce qui va faire que la construction qu'on est en train de faire là, oui, ça va coûter de l'argent. Oui, je perds un bout de ma bande riveraine que je vais être obligé de ramener dans mes champs encore plus larges, mais c'est bon pour longtemps. Ça va être quelque chose qui va être construit pour longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, regardez encore une fois très bien, là, c'est facile à voir. Tu vois toute la sinuosité. Fait que l'ingénierie des gars qui ont fait les opérations, ils sont. Parfait, merci. Ils se sont servis de la nature qui leur a dit la hauteur que le cours d'eau avait déjà fait de sa banquette. On n'a pas inventé la roue. Fait que les gars, les ingénieurs, ils ont pris les hauteurs de ça, puis les excavateurs au niveau de la pelle, ils ont copié la hauteur de cette banquette-là que le cours d'eau avait décidé de faire un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Mais les opérateurs, eux autres, ils l'ont fait des deux côtés. Fait que dans le fond, le cours d'eau va pouvoir s'amuser. Son futur terrain de jeu pour les 40 prochaines années, c'est dans ce secteur-là qu'il va être. Ce qui veut dire que nous autres, au niveau de l'entretien, bien, ça va être fait pour longtemps. En tout cas, on l'espère dans les meilleures règles. Là. Fait que perdre un peu de terre aujourd'hui puis la ramener dans le champ, c'est rien comparé à tout la laisser partir vers le lac Saint-Pierre puis causer d'autres problèmes environnementaux qui sont plus loin. Une autre belle image ici, là, encore une fois, je me répète, mais vous voyez très bien que l'eau, il y a une pluie, puis elle est allée tout de suite s'asseoir sur la banquette. Puis les gens de MRC, je n'ai pas de vidéo parce que ça aurait trop étiré la présentation, mais ils ont fait voler un drone très près de l'eau, puis ils étaient capables de voir rien qu'avec le drone la vitesse de l'eau dans le milieu versus la vitesse dans le côté. C'était vraiment spectaculaire de ce qu'ils en ont vu. Mais pourquoi on fait ça? Sylvain, tantôt, il a mis une photo de sa famille. C'est pour les générations futures. On travaille dans ce sens-là. Il n'y a pas un agriculteur qui veut détruire son environnement. S'il y a quelqu'un qui est proche de l'environnement, c'est les agriculteurs. Parce qu'à tous les matins, on est au poste. 100 heures par semaine. Je ne veux pas en faire 10 de plus pour faire des rapports de règlement et de gogos. Laissez-moi travailler. Quand j'ai de quoi à faire, là, je suis capable de m'arranger. Vous viendrez voir après si c'est correct. Mais c'est dans ce sens-là qu'on travaille. C'est ça qui est le plus efficace. Parce que nous autres, quand on dépasse 40 heures, on n'est pas en double. Il n'y a pas un agriculteur qui est en double. Pas en triple non plus.
Les samedis, on est tout le temps sur le pit, nous autres. Tu sais, la MRC attend qu'on lui dise si le cours d'eau n'est pas là. Ils n'ont pas le temps, eux autres, parce que ça va lui coûter de l'argent. C'est nous autres qu'il faut qu'ils lui disent. C'est correct aussi, on est là. Mais ça ne coûte pas cher. S'ils emmèneraient quelqu'un, deux employés, pour aller voir le cours d'eau, ils vont le payer, mais on va tout le payer avec nos taxes, mais l'agriculteur, c'est toujours gratis. L'agriculteur, c'est sa vie, c'est normal, 100 heures, faisant 105, faisant 110. À 62 ans, des fois, j'ai mal à des places quand je fais mes semaines normales d'agriculteur. Fait que merci, j'ai défoncé mon temps un peu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il y a des questions, ben, pas de problème.